Le catalogue Buick depuis sa création n'est qu'un ouvrage d'images de voitures bourgeoises clinquantes surmontées de noms poétiques judicieusement mis en avant pendant une décennie, puis remplacés. Car les quarantenaires qui les conçoivent sont persuadés que c'est la méthode à suivre pour convaincre les quarantenaires qui les achètent. Hey, regardez, c'est tout beau tout neuf, nos voitures vous rendront votre jeunesse, vous le méritez. Au début des années Mad Men, la tendance en matière de design automobile est la voiture compacte pour rivaliser avec les nouvelles venues européennes. Les Américains de la Boss se satisfont d'une Ford Falcon familiale pendant que les tauliers s'indignent du petit 4,30 m de la Chevrolet Corvair. Les affaires américaines reprennent pendant cette décennie, les ailerons des Cadillac n'ont plus qu'une demi-molle et les fesses de Don Draper sont accueillies par le cuir d'une Chrysler impériale d'une opulence maîtrisée. Les années 60 défilent, le design inspiré des Jets reste affirmé et mature dans une société bercée par l'incertitude de la crise des missiles de Cuba et de l'imaginaire des Marvel Stories. Dans quelques années, Buick multiplie les modèles et finitions tout en réussissant à plaire à Dad, conservateur vétéran de la guerre de Corée au volant de son Electra ainsi qu'à fiston Chad, quarterback désirant une Riviera Howling sportive pour se montrer en soirée, se murger aux frais de Dad et éventuellement aller balls deep dans les fesses de Stacy, chef des cheerleaders sur la banquette arrière en cuir rouge. 1973, GM en PLS doit s'adapter pour faire face au choc pétrolier et accepter l'idée qu'une voiture américaine peut lier l'inspiration et la taille des voitures européennes tout en gardant 2 tomes de Freedom Laser. L'Electra Limited, berline aussi grosse que les personnes qu'elle transporte, consommant 1 litre pour sortir de l'allée du garage, devient une berline luxueuse moyenne, capable de relier Green Bay, Wisconsin au circuit d'Indianapolis avec un seul plein, sans compter les détours pour quelques Twinkies et White Castle. Cernée par des restrictions environnementales toujours plus nombreuses, l'Electra laisse place à la nouvelle génération Park Avenue moderne, technologiquement avancée et toujours autant patriote, malgré l'absence de V8. La Park Avenue est la voiture de l'homme qui plonge dans l'automne de sa vie. C'est un véhicule qui autorise Dad Grant à flirter ouvertement avec la serveuse de 24 ans du Memphis Coffee devant sa femme. La provenance de l'argent qu'il tend pour l'addition est douteuse, mais le gérant du restaurant dont les revenus sont entièrement déclarés possède la même voiture et il ne pose pas de questions. Une Cadillac montre l'ascension de son propriétaire alors qu'une Buick n'en montre que le résultat. Une Buick donne les mêmes privilèges qu'un uniforme de lycée privé catholique, offrir dans l'indifférence générale un ticket VIP pour les attractions tournantes dans les caves du Christ, gangbang des apôtres, David et Goliath et trigote de la Sainte Croix du parc de la dépravation. Les Yankees voient le luxe de 2 manières différentes, ceux qui prêtent allégeance à Cadillac en rejetant toute autre production païenne, et ceux qui pensent que le luxe s'exprime davantage à travers l'objet sophistiqué de l'intérieur mais sans prétention extérieure. Cadillac remporte les ventes de voitures au design boîte, cependant Buick a 2 avantages sur son rival. 1. Sa clientèle pardonne facilement des erreurs et accepte la nouveauté. 2. Ces voitures ne finissent pas dans le ghetto 10 ans après leur sortie. En 66, General Motors souhaitait que Buick rejoigne le clan des constructeurs aux voitures tractées par les mauvaises roues. Parce que more. Prétexte pour produire 3 marques aux ambitions opposées dans une seule usine. Buick n'appartient pas au monde des paquebots Cadillac et gérit des self-made men stationnés au pied des gratte-ciel qui cohabitent avec les Pontiac des frat boys bourrés sur les campus. La marque agit comme une étudiante ukrainienne venue étudier la psychologie sur le sol américain. Elle refuse systématiquement les avances de ces gros rustres vénérant l'aigle et la pisse d'âne. Mais son visa n'étant pas éternel, elle va rapidement être contrainte de monter dans un fake taxi pour montrer au chauffeur comment déguster la capoustanier avec les mains si elle veut rester dans le game. Buick Park Avenue, sponsorisé par Tiens petit-fils, prends un Werther's original. En 89, Buick est le seul constructeur à avoir compris que les berlines japonaises commençaient à être trop petites pour les boomers cinquantenaires, que les minivans ne leur servent plus depuis que leur progéniture se dévergonde à la fac, et que les grosses berlines étrangères sont susceptibles de sucer leur plan épargne. Ils comprennent l'intérêt d'investir dans la recherche et de cibler une clientèle. Le concept révolutionnaire digne des voitures standards de Gran Turismo 5 qui en résulte répond parfaitement à la problématique. On ne peut pas vendre une voiture de vieux à un jeune, mais peut-on vendre une voiture de jeune à un vieux? Sachant qu'un jeune chez Buick est une personne entre 40 et 59 ans. Le concept essence avec ses casques radio sans fil permettant aux passagers de communiquer entre eux par infrarouge avec ses repose-pieds électriques et avec son turbo à géométrie variable annonce clairement que Buick n'est pas celui qui va ramasser la savonnette. La marque doit produire un véhicule au plus proche de son jeune concept, sans thune et avec l'unique plateforme C sur laquelle GM s'amuse à faire des voitures depuis 10 ans. GM adopte l'approche Taco Bell à partir de 3 ingrédients et 2 tortillas différentes, ils construisent un vrai menu. Chaque marque du groupe cible un type de clientèle précis qu'on pourrait simplifier comme ceci. Chevrolet pour les pauvres, Saturn pour les jeunes, Pontiac pour les jeunes pauvres, Hummer pour les rappeurs beaufs, Oldsmobile pour les retraités aigris, Buick pour
pour les retraités friqués, Cadillac pour les riches, Saab pour les médecins cinquantenaires ayant fait des gosses un peu plus tardivement que la normale. GM met à disposition une seule famille de châssis plus ou moins volumineux, appelée plateforme pour toutes ces marques. Concrètement, GM, grâce à un marketing et de la publicité bien ciblée, peut arriver à vendre plusieurs parfums d'un même produit de base à travers 3 constructeurs aux ambitions différentes. Les concepteurs étant limités par le partage obligatoire des pièces de carrosserie, de moteur, etc., leur travail relève plus de la conception d'une image de marque que d'une vraie voiture. Lorsqu'une marque du groupe crée ou rajeunit une voiture en y mettant les moyens, ça se voit tout de suite et ça porte ses fruits. La Oldsmobile 88 de 93 s'adresse aux fidèles. The secret of doing successful advertising lies in saying the same thing over and over and over again. It also helps to have a good product. Alors que la Park Avenue va chercher son nouveau public en justifiant d'un prix plus que correct pour les prestations offertes par rapport aux concurrentes. Anti-lock brakes, dual airbags, remote keyless entry, leather seats, and more. All for thousands less than most luxury cars. Get your special edition Park Avenue today at your nearest quality Buick dealer. Pourtant, il s'agit bel et bien de la même voiture. Lorsque les ventes se stabilisent, les marques adoptent la stratégie restaurant kebab. Elles baissent en qualité pour faire plus de profit. La Park Avenue deuxième génération sera une production en plastique de General Motors parmi tant d'autres et sera la dernière Buick vendue en Europe. La Park Avenue des années 90 est la version la plus vendue de toutes car elle a été imaginée par des concepteurs de même génération que les acheteurs. L'esthétique extérieure a été laissée aux designers trentenaires parce que aérodynamisme is the future. Lesquels ont réussi en arrondissant la totalité des angles à concrétiser une vision en un an là où il en aurait fallu 10 à Mercedes pour parvenir au même résultat. Les gens qui gravitent autour de ce véhicule veulent de la simplicité, du confort et de l'espace à un prix raisonnable, que ce soit sur la chaîne d'assemblage ou derrière le volant. Le tableau de bord est un bloc massif en magnésium moulé assemblé en dehors du véhicule, permettant à Buick d'économiser sur les éventuels IRM qu'aurait eu besoin de passer Dick, ouvrier de 54 ans, s'il avait eu besoin de se contorsionner pour aller brancher l'ampoule de la boîte à gants, en suivant les plans d'un ingénieur carriériste cocu. L'intérieur a été laissé aux boomers parce qu'ils savent ce qu'ils veulent, bercer leur arrière-train sans remous et sans risque d'hémorroïdes chroniques. Avoir le contrôle sur chaque opération possible à l'intérieur d'une voiture, des grosses lettres blanches en capitale faciles à lire sans lunettes. Une fermeture centralisée, pouvoir entrer sans difficulté dans leur paquebot conservateur exhibant fièrement l'accomplissement de 40 ans de dur labeur. Et enfin, une isolation à l'épreuve des balles. Oh, j'utilise pas de smartphone, il traque ce truc. Tous les voyants sont regroupés dans une unique rampe au-dessus du tableau de bord et s'allument comme les objectifs à accomplir sur une table de pinball d'arcade. Oh, so 90s. Y a même un tilt. Si Bruce avait une Park Avenue, c'est Alfred qui le conduirait au pressing. Alfred, cela vous dérangerait-il si je réglais la hauteur et l'inclinaison de mon siège électrique en cuir? Oh ouais, oh c'est tellement fancy. Maintenant je comprends pourquoi vous faites toujours ce métier, Alfred. Monsieur. Ah, vous n'avez qu'à fumer un Monte Cristo, les allumes-cigares sont là pour ça. Allez-y, détendez-vous, je vais nous mettre la cassette intégrale du Bat Metal. Un équaliseur. Faites-moi penser à virer Lucius. Putain, il est même pas foutu de mettre ça dans le Tumblr et on est en 2005, bordel. Bien, monsieur. Twilight Sentinel. Vous pensez que ça aide à trouver Kristen Stewart? Oh, je vais me la faire, cette cochonne. Elle est en couple avec une femme, monsieur, et c'est pour régler l'allumage automatique des feux. Ah bon, bah, je remonte le son, autant profiter de ces 9 speakers Concert 2, non? Buick Park Avenue, voiture officielle de « Mon fils n'est pas gay, il est juste timide ». La Buick Park Avenue est un fist qui s'insère sèchement entre la fesse gauche BMW et la fesse droite Mercedes, une sorte de connard qui roule au milieu sur l'autoroute pendant 17 km, qui n'a rien à secouer des appels de phare et autres dépassements par la droite. La Park Avenue existe dans diverses finitions aux États-Unis, popular, premium, luxury, prestige, oscillant entre un intérieur velours type manoir Playboy ou full freedom leather façon combinaison Anna Hathaway dans Batman. Il y a également des évolutions de puissance niveau moteur, une version suralimentée et quelques restylages, mais globalement ça reste la même chose pendant 6 ans. La version européenne est un mélange de ce qui se fait de mieux sur l'Ultra, une fermeture automatique de coffre, une commande de chauffage et de clim pour chaque occupant, chose généralement en option dans les voitures haut de gamme allemandes. L'intérieur full cuir mais pas de superchargeur. Big Park Avenue. Ah Chris, ton arrière-grand-mère a mentionné ton nom dans son testament. Tiens, voilà les clés de sa Park Avenue.
La Park Avenue est équipée du V6 3800 atmosphérique Buick inscrit au panthéon des plus grands moteurs de l'industrie automobile. Il est qualifié d'increvable car il n'est pas utilisé au maximum de ses capacités. Et c'est très bien, 173 chevaux c'est amplement suffisant pour cruiser, et 298 Nm permettrait de tracter le Queen Mary 2 en montagne sans problème. Tout est pensé pour ne pas brusquer le boomer retraité qui se lève à 6h30 du matin pour aller voter à droite aux législatives. Le moteur doit être le plus silencieux et le plus stable possible. Certaines pièces extérieures sont moulées dans un matériau composite absorbant les vibrations et l'échappement est doublé pour réduire au maximum les bruits. Un arbre d'équilibrage monté au-dessus du vilebrequin contrebalance les mouvements de rotation. La Park Avenue s'occupe d'elle toute seule. La transmission 4T60E gère le changement de vitesse par l'électronique. L'allumage des bougies est retardé pendant les millisecondes nécessaires au changement de vitesse. En gros, la bête effectue seule l'équivalent d'un double pédalage débrayage avec une manuelle, évitant ainsi les... Mais passe la seconde, putain! Du fils en permis A qui emprunte la voiture de son géniteur pour aller à la Paris Manga. Le conducteur n'intervient jamais, sauf pour décrire les éventuels problèmes qu'il rencontre au garagiste. Oui, le constructeur a bien prévu un guide similaire au livre sur les oiseaux, décrivant phonétiquement les bruits anormaux qu'il est possible de rencontrer. La conduite? Oh boy, jamais conduit un truc pareil. C'est au volant de la Park Avenue que l'on comprend la différence de culture automobile. L'américain veut que sa voiture fusionne avec la route, qu'elle soit maniable au doigt à toutes les plages de vitesse qu'offre le moteur. Faire de la route ne doit pas être une corvée, et ça se ressent à l'intérieur. L'hydropneumatique Citroën se rapproche pas mal, mais c'est encore autre chose. Le Magna Steer rend la direction tellement légère qu'on s'y agrippe automatiquement à 130 de peur de glisser, mais ça c'est psychologique. Vu la taille, on a tendance à oublier que c'est une traction avec laquelle on pourrait aller au ski par -15 sans rencontrer le moindre problème. Le tableau de bord intimide pour les non-initiés, avec ses boutons noirs surmontés de lettres en caps lock blanches semblant nécessiter les compétences d'un expert en sécurité nucléaire pour être actionné. Si l'accélération de la 300E laisse une belle marque dans la couche de bébé entre 1000 et 6000 tours, la Park Avenue prend son temps. Elle pousse comme un retraité sans laxatif après le petit déjeuner. Le cliquetis métallique de l'ordre d'allumage du V6 3800 est peu commun pour les Européens et couplé à une transmission automatique 4 ultra souple, on a l'impression d'être dans un train à faible allure. Une chose est sûre, il se passe un truc sous ce capot, mais personne ne sait quoi. Avec une 205 auto, les passages de rapport sont évidents, mais avec la Buick, c'est aussi silencieux qu'une église après que quelqu'un se soit levé pour s'opposer à une union. Avec 10 litres au 100 pour une voiture de cette taille ainsi qu'une durée de vie garantie à 500 000 km voire plus, il faudrait 15 ans en comparaison pour rentabiliser une Prius. Elle donne envie de rétrograder pour aller à pleine balle dans un rond-point, mais elle vous rappellera aussi que tout ce qu'elle peut faire, c'est poser le genou. Big Park Avenue, une voiture pour tous les oncles qui tolèrent à contre-cœur les mariages mixtes. La Park Avenue est mondialement approuvée et reste une excellente voiture. Même d'occasion, elle sera comme neuve et un modèle à 2000 € avec 265 000 km reste une très bonne affaire qui va durer dans le temps pour celui qui cherche un bon cruiser, autre qu'une vieille allemande. C'est un véhicule qui peut aussi bien traîner sur les parkings des car shows que sur les parkings de Leroy Merlin, transporter aussi bien 6 personnes que du matériel pour retaper sa maison secondaire. Les ricains préféreront tout de même le V8 propulsion de la Roadmaster qui, contrairement à la Park Avenue, taillée pour les routes sinueuses et ronds-points européens, est faite pour les longues lignes droites et les autoroutes de 18 voies. Mais une Buick reste une Buick, qu'importe s'il y a un V6 à l'intérieur, elle est tout autant patriote que sa grande sœur depuis qu'elle permet à son conducteur de piloter confortablement en état d'ébriété sans que cela ne se voie. En Europe, c'est comme avec la Saint-Patrick, les gens boivent sans avoir besoin de savoir pourquoi. Avec la Park Avenue, tout ce dont a besoin de savoir le conducteur, c'est qu'une vraie américaine ne se juge pas par sa taille, mais par sa souplesse, sa robustesse et sa capacité à engloutir confortablement les kilomètres sans jeter son argent par les fenêtres. Vas-y, démarre.